Bienvenue sur l'épisode 40 de Plein Potentiel. Optimiser la performance par la science. C'est la mission que s'est donnée l'entreprise gérée par mon invité du jour, Julie Garceau. Son entreprise se nomme Play, Science de l'optimisation sportive. Ils produisent des évaluations en utilisant de l'équipement qui est à la fine pointe de la technologie, puis en faisant des analyses qui vont être extrêmement poussées et ensuite qui vont permettre vraiment d'avoir un portrait détaillé des forces d'un athlète, mais aussi, surtout, de ses lacunes. Ces informations peuvent ensuite permettre de mettre en place des entraînements qui soient très spécifiques aux besoins des athlètes. Alors, dans cet épisode, nous avons discuté des services de Play, aussi des équipements et du fonctionnement en fait de l'entreprise, comment que tout ça se met en place, comment qu'ils font leur analyse. J'ai aussi demandé à Julie concrètement comment un athlète peut bénéficier de ces services-là, comment cette analyse-là de la performance par la science peut servir à un athlète, puis je crois qu'elle a très bien vendu ses services en utilisant, en donnant en fait des exemples concrets. Julie est une grande adepte de sport et elle aime vraiment aider les athlètes à tous les niveaux, ce qui fait en sorte qu'elle est aussi entraîneur au soccer depuis plusieurs années. D'ailleurs, en 2019, elle a remporté le titre de meilleur coach du Québec. Félicitations à Julie. Suite à quelques saisons avec les Olympiques de Repentigny, donc elle a pris les rênes de cette équipe-là alors que l'équipe était dans les bas-fonds du classement, puis elle a aidé l'équipe, elle a vraiment reformé l'équipe et elle a fait en sorte qu'ils deviennent des aspirants champions, qu'ils deviennent une solide équipe. On a parlé de son approche en tant qu'entraîneur, des valeurs qu'elle véhicule dans son équipe et aussi de comment faire en sorte que les athlètes atteignent leur plein potentiel et plus particulièrement quand il y a des athlètes qu'on a l'impression qu'ils ne performent pas à leur plein niveau, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les aider et pour les motiver. Alors, je crois que c'est un épisode super intéressant où on a mélangé vraiment des sujets reliés à la science, des sujets de coaching et où on a aussi parlé de sport. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cet épisode en évaluant le podcast, en évaluant l'épisode ou encore en m'identifiant dans vos stories sur Instagram ou sur Facebook. Pour me suivre sur Instagram, mon identifiant ou mon nom d'utilisateur plutôt, c'est francislapointe.performance et sur Facebook, vous pouvez me retrouver en écrivant Francis Lapointe, psychologie de performance. Avant de te laisser avec cet épisode, je te rappelle que mon nom est Francis Lapointe et que j'offre des services de coaching en psychologie du sport et de la performance. Ce qui peut faire en sorte que je peux t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça. En fait, je travaille l'aspect mental de toute personne souhaitant optimiser ses performances, que tu sois un athlète, que tu sois un artiste, que tu sois un entrepreneur ou simplement quelqu'un qui doit performer dans son travail. Alors, si tu souhaites avoir plus de détails sur mes services, simplement m'écrire soit sur Facebook ou Instagram ou encore tu peux aller sur mon site web francislapointe.ca. L'épisode 40 de Plein Potentiel débute dès maintenant. Bon épisode. Comme je t'avais dit, je voulais qu'on commence peut-être par parler un peu de ton parcours avant de parler de ton entreprise puis de ce que tu fais. Fait que parle-nous un peu de ce qui t'a amené dans le domaine sportif parce que tu sais, non seulement tu coaches, mais tu formes des coachs aussi. Tu as ton entreprise Play, je crois que on le dit bien comme ça. Oui, Play. Play, Science de l'optimisation sportive. Fait que tu es vraiment dans le milieu sportif à plusieurs niveaux. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant au sport? En fait, j'ai un parcours assez atypique. Moi, quand j'étais au secondaire, on m'a demandé de prendre en charge les catégories de 4 à 7 ans chez les joueurs de soccer au club de soccer de Repentigny. Fait que moi, j'ai
j'étais jeune, j'étais blessée au genou, fait que j'étais en béquille. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Fait que j'ai commencé à m'occuper de ces jeunes-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça plaisant. Mais je pensais pas en faire une carrière vraiment parce que dans ce temps-là, bon, on recule quand même de pas mal d'années. Là. Le sport, c'était vraiment du récréatif, puis c'était pas très développé au niveau comme on le connaît aujourd'hui, là, au niveau de tous les spécialistes qu'on. Tu sais, dans le temps, là, il n'y avait pas de kinésiologue dans les clubs, il n'y avait pas de spécialistes proprement dit. Ouais. Moi, j'ai dit, ben, je vais m'occuper des tout petits, puis je vais me faire. Dans le fond, ça me faisait de l'argent pour l'été. Puis après, je retournais à l'école. Puis moi, ça faisait mon affaire. Puis, bon an allant, j'ai pris des cours d'entraîneur. Puis, j'ai été chapeautée par des. Tu sais, j'ai eu de la chance. Je pense que c'est beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai rencontré des bonnes personnes. Puis, ça m'a inspiré à. Je me rappelle, mon premier formateur, c'était Lionel Joseph dans le temps. Puis, Lionel, c'est un prof d'éduc, super doux, gentil, très généreux. Puis ça m'a comme amené, après ça, j'ai rencontré un Francis Millien qui nous parlait d'association canadienne. Là, j'avais les yeux tout ronds. Puis là, on me disait, ben, tu sais, c'est possible d'entraîner à haut niveau. Puis moi, j'ai fait, wow, ça existe. Parce que on n'avait pas tellement de références dans ce temps-là. C'était pas axé sur le développement tant que ça. Là. C'était vraiment plus du plaisir. Là. Oui, c'était du plaisir, puis c'était fait aussi un peu, dans le temps, là, c'était un peu selon la personne. Tu sais, comme moi, je m'intéressais beaucoup au développement de l'athlète en tant que tel. J'ai toujours aimé ça, puis j'ai fait un parcours scolaire qui est à ce niveau-là aussi, en passant de thérapeute du sport à de la kinésiologie. J'ai même fait mon cours de massothérapeute. Tu sais, je me suis rendue jusqu'au doctorat, puis tout ça m'a amené à parfaire mon enseignement puis ma façon de voir le sport. Mais au départ, c'était très... faut avoir du plaisir, puis faut que les enfants jouent. C'était pas mal les deux seules choses qu'il fallait que tu fasses comme entraîneur. Puis là, ben, on t'enseignait des méthodes, là, un peu... c'était très, très inspiré des professeurs d'éducation physique. OK, ouais. Puis là, ben, avec le temps, ça a évolué. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'évoluer j'ai commencé à coacher. Je pense que j'ai rentré dans une vague de changement puis qui n'a pas arrêté encore jusqu'à aujourd'hui. Fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que c'est un peu mon parcours. Tu sais, j'ai été entraîneur sport-études, les programmes primaires élèves-athlètes. J'ai entraîné au collégial, j'ai entraîné du futsal, du soccer régulier des équipes. Au civil. J'ai été directrice technique de club. J'ai été... je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je suis là maintenant, je forme des entraîneurs. Je m'assure que les jeunes se développent bien au niveau physique. Fait que ça m'a amené ma compagnie à dire, ben ce qui manque dans les clubs, non seulement c'est la formation, mais c'est aussi l'encadrement physique. Les jeunes se blessent, puis les coachs ne savent pas pourquoi. OK. C'est ça qui a amené mon entreprise à dire oui, j'entraîne, oui, j'aime développer des jeunes, mais je veux aussi les protéger contre des mauvaises pratiques sportives qui pourraient entraîner des problèmes de genoux, de chevilles, des Osgood-Schlatter. On a vu, il y a eu une grosse vague à un moment donné, il y en avait beaucoup, puis même les filles commencent à en avoir, alors qu'avant, on ne voyait pas de filles avec ça. Ça, c'est quoi ça? Le Osgood-Schlatter, c'est la bosse qui, souvent les hommes, vous avez ça pousse en avant du genou. C'est un déplacement de la plaque de croissance qui fait que quand tu grandis, ça devient à vif. Puis comme le ligament si on veut, palétaire, là, le ligament devant le genou, il frotte dessus, puis ça fait une inflammation. L'enfant, il peut plus, il est même pas capable de courir avec ça. Là. Ça prend vraiment une intervention. Ça prend du repos, puis ça prend une genre d'orthèse là, qu'on met devant. Mais il y a moyen de ralentir ce phénomène-là, puis il y a moyen aussi de le prévenir. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, pourquoi les laisser souffrir, ces pauvres enfants? Puis on va développer des protocoles d'entraînement qui permettent de protéger l'intégrité physique de nos athlètes. Puis ça doit être aussi assez rare des entraîneurs qui ont une formation vraiment en kinésiologie, j'imagine?
Ben, on a quand même pas mal de profs d'éduc. Il y a beaucoup de professeurs d'éducation physique dans nos entraîneurs, mais effectivement, sur une masse d'entraîneurs de peut-être 120, 200 entraîneurs, c'est sûr que ça va être une minorité qui vont avoir des connaissances sur le développement physique de l'athlète approfondi. C'est pour ça qu'on veut amener à ce que les clubs engagent des services d'un kinésiologue ou de quelqu'un qui va les orienter sur la pratique du développement physique, parce que on le sait que pour jouer au soccer, il faut que tu sois en forme. Il faut que tu sois en forme pour réussir à jouer, mais aussi il faut que tu sois en forme pour ne pas te blesser. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie d'inculquer dans la tête des gens tranquillement, bon an allant, en discutant avec eux, de dire, ben, tu as besoin d'un soutien pour que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on teste, on les prépare ensuite, puis d'un test à l'autre, les athlètes voient qu'ils s'améliorent. Puis ça, je pense que ça vaut de l'or pour un athlète de voir que tu progresses dans c'est encourageant, là. Ben oui, tu sais, c'est comme dans la pratique de ton sport, mais quand tu sens que ton match est de plus en plus facile parce que tu es plus en forme, puis tu réussis à faire des choses que tu réussissais pas, ou que ton tir est de plus en plus fort, ou que ta blessure au genou, elle revient plus, c'est encourageant parce qu'un athlète qui est sur le banc de touche pendant 3-4 mois, il est pas content, là. Mentalement, c'est difficile. Puis tantôt, tu as parlé, on va y revenir un peu pour ce que vous faites de façon précise là, avec Play, mais tu as parlé de comment que ça s'est mis à changer là, dans le domaine du soccer. À quel niveau exactement? Tu dis que c'est encore en changement, en fait, là. C'est quoi les gros changements qu'il y a eu? Ben, en fait, c'est la Soccer Québec a mis en place, je me rappelle dans le temps, une première promotion, ça s'appelait le Kick, ça s'arrête maintenant. Ça a été pas mal la première révolution, là. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est de faire en sorte que sur les terrains de soccer, les jeunes ne soient pas toujours en train de tirer le ballon partout, mais qu'il y ait une certaine forme de jeu qui s'installe, un peu comme on voit à la télé quand on regarde les matchs européens, on les regarde jouer et on se dit wow, ils ont un beau contrôle, tout ça. Mais quand on recule 20 ans derrière, nos jeunes, ils jouaient plus au kickball qu'ils jouaient au soccer. Mm-hmm. C'est sûr que ça l'a évolué, puis par cette promotion-là, le kick, ça s'arrête maintenant, bien, ils ont introduit des principes de jeu plus orientés vers la prise de possession du ballon, puis vraiment faire en sorte que les jeunes jouent au sport et non pas fassent juste des kicks, puis débarrasser du ballon. Je jouais au soccer quand j'étais jeune, fait que ça remonte à... Là, je vais avoir 30 ans, fait que j'ai joué longtemps toute mon école primaire, un petit peu début de secondaire, puis effectivement, quand tu jouais pas à un haut niveau, là, parce que des fois, on voyait des équipes qui étaient très fortes, mais nous, on était vraiment... C'est ça, on bottait... on n'avait pas un bon contrôle du ballon, là. On n'avait pas une bonne maîtrise de où est-ce que ça allait s'en aller, là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis il y a eu cette vague-là. Il y a eu la vague aussi curver, qu'on appelle une... Tu sais, le curver, c'est un type d'entraînement où on va beaucoup introduire des mouvements de maîtrise du ballon, des dribbles, des changements de direction, des combinaisons de passes. Puis ça, dans le temps, c'était très nouveau, là. Les gens, ils connaissaient pas ça. Fait qu'avec le temps, le kick, ça s'arrête maintenant, le curver. Puis là, maintenant, ben, l'Association canadienne veut uniformiser le développement des athlètes, surtout entre 4 et 12 ans. Ils veulent uniformiser le développement pan-canadien. Fait qu'il y a une nouvelle réforme qu'on appelle l'accréditation des clubs de soccer, que présentement au Québec sont en train de travailler là-dessus. Il va y avoir vraiment 4 paliers de reconnaissance, ça veut dire national, provincial, régional, puis soccer de qualité. Puis maintenant, c'est plus dans un même club, tu ne pourras pas avoir, par exemple, une équipe 3A, puis le reste, c'est tout du récréatif. C'est vraiment le club qui va faire l'accréditation du niveau de compétition de ses athlètes. Donc, ça responsabilise beaucoup les clubs. Je trouve cette nouvelle réforme-là, ça va amener les clubs à s'organiser et les mieux organisés, les plus compétitifs, ceux qui veulent vraiment un gros développement au niveau de leurs athlètes, ben, ils vont atteindre le niveau national. Puis un club de quartier ou un club de campagne que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de donner un loisir à ses membres, bien, il va pouvoir être soccer de qualité puis être bien à l'aise là-dedans sans être obligé de jouer contre des clubs qui sont trop forts pour lui, là.
OK. Fait que ça va être plus uniforme au niveau des ligues, là. C'est ça? Oui, ben c'est ça. Les clubs nationaux vont jouer un contre l'autre. Les clubs provinciaux un contre l'autre, ainsi de suite. Là. Fait que ça veut OK. dire qu'un club qui n'a pas d'aspiration nécessairement à très haut niveau ou d'avoir une équipe semi-professionnelle, ben il va jouer contre des équipes puis contre des clubs qui lui ressemblent. Mm-hmm. Ça va uniformiser les niveaux de compétition, puis ça va permettre aussi aux athlètes qui veulent, eux, devenir des athlètes semi-professionnels, ben, ils vont pouvoir avoir accès à ces clubs-là qui visent cette accréditation-là. Et en se regroupant ensemble, c'est sûr que l'environnement d'entraînement va changer. Si on prend, par exemple, un jeune qui est qui a un grand potentiel, mais qui vient d'un petit patelin, que ce petit patelin-là, lui, a fait le choix d'offrir juste du soccer de qualité, ben, cet athlète-là va pouvoir décider d'aller dans un autre club et de se retrouver dans un environnement d'entraînement qui répond plus à ses aspirations. Mm-hmm. Fait c'est ça, on cherche plus à développer sur le long terme. Puis j'imagine que ça suit un peu le développement en fait du soccer en général au Canada, là, parce qu'il y a des nouvelles ligues qui ont apparu, il me semble, récemment. Puis ça se développe aussi là, avec l'Impact qui est de plus en plus populaire. Fait que j'imagine que ça suit ça en même temps. Oui, bien c'est sûr que les ligues semi-professionnelles ont émergé au Québec. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est sûr que cette accréditation-là va beaucoup favoriser ce développement-là parce que maintenant, de un, ça va permettre d'avoir plus d'équipes dans cette ligue-là. Et de deux, le développement, si tu veux arriver à cette ligue-là comme club, il va falloir que tu t'assures du développement de tes membres du début à la fin. Donc, c'est plus juste de dire, on va avoir une équipe, mettons, née en 2003, qui ont bien du talent. Eux autres, ils vont aller compétitionner au plus haut niveau, puis on ne s'occupe pas des autres. Là, il faut vraiment s'occuper de l'ensemble des membres des clubs. OK. Puis, c'est ça, ben, si on suit un peu le parcours, c'est ça, tu disais tantôt que tu as commencé à coacher assez tôt. Vers quel âge? Je me souviens pas si tu l'as dit. J'avais 16 ans. 16 ans, OK. Puis, à partir de quand, là, c'est devenu, est-ce que c'est devenu une carrière à un moment donné? Est-ce que tu faisais seulement ça? Oui, ben au début, je payais mes études avec ça. Je me disais, ça me faisait un travail, parce que je travaillais dans les sports-études. Okay. Entre mes cours au cégep et à l'université, ben j'allais entraîner. Fait que c'est tout bien. Moi, j'aimais mieux ça que d'aller travailler chez Tim Hortons ou McDonald's. Ouais. Pour moi, ça me permettait d'être avec des jeunes. Puis les gens me le disaient, tu devrais t'en aller en éducation physique, tu l'as l'affaire. Mais moi, je me voyais pas dans une classe d'éducation physique à gérer les enfants qui n'aiment pas le sport. Mm-hmm. J'aimais mieux avoir affaire juste à ceux qui aiment ça. Ouais. Donc là, je me suis orientée vers un autre parcours parce que j'aime la science. Donc, je me suis dit, allons vers le côté scientifique. Mais oui, ça m'a permis de développer, de payer mes études. C'est devenu une carrière vraiment, je dirais, là, j'avais peut-être 22 ans. C'est devenu une carrière, là, je dirais là, presque à temps plein là, quand on m'a proposé, je me rappelle, c'était à Montréal-Concordia, on m'a proposé un poste d'être entraîneur-chef des sélections régionales, responsable du programme de développement du soccer féminin, puis sport-études, tout ça. Là, c'est devenu plus sérieux. Là. Mm-hmm. Je me suis dit, OK, là, j'ai une réelle chance d'entrer dans ce domaine-là puis de le développer. Mais encore là, on recule. Tu sais, dans ce temps-là, les postes d'entraîneur temps plein, ça courait pas les rues. Là. J'ai été privilégiée de me pouvoir offrir ça alors que j'avais pas finalisé mes formations. J'étais jeune, j'avais peu d'expérience, mais on m'a bien encadré, puis on m'a dit, gars, on va t'aider. Puis c'est vrai que ça a porté ses fruits. Et j'ai resté dans le giron. Puis c'est pour ça que je dis que souvent, ce qui m'a aidé, c'est beaucoup d'avoir rencontré des bonnes personnes tout au long de mon parcours, puis de me rendre compte que ces gens-là, à leur façon, m'ont aidé à développer cette carrière-là, puis de me rendre où je suis. Mais c'est allé assez vite d'être là-dedans à temps plein. Oui, quand même, oui. Ouais. Puis, c'est ça, là, on va sauter dans le vif du sujet. Tu parlais que tu t'intéressais beaucoup à la science à ce moment-là, puis encore aujourd'hui. Fait que c'est ça, là, en ce moment, tu es présidente d'une entreprise récente là, que tu
tu l'expliqueras peut-être, mais je crois que c'est une ancienne entreprise que là, qui s'est transformée en Play, là, gestion. Ouais. Bref, donc cette entreprise-là en ce moment, Play, ça t'offre des évaluations pour les athlètes, les équipes, en te basant vraiment sur des données scientifiques puis des équipements aussi là, basés là-dessus. Donc, parle-nous un peu de ça, comment ça fonctionne. Ben, en fait, le projet a pris le jour quand ça s'appelait Gestion Conseil JG pour Julie Garceau, parce que j'ai rencontré une personne de ma MRC qui s'occupait du lancement d'entreprise, puis lui, il travaillait pour un organisme qui s'appelle Sinov dans la MRC de l'Assomption, puis il m'a convaincu, il m'a dit « Julie, tu as un beau projet, moi, si j'étais toi, je me lancerais en affaires. » Alors, je venais de vivre des déceptions avec 2 emplois consécutifs. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas, on va tenter l'expérience, puis si ça marche pas, bon, on fera autre chose. C'était pas plus stressant que ça. Puis le projet, à ce moment-là, c'était quoi le projet que tu avais? À ce moment-là, c'était d'offrir aux organismes à but non lucratif un support administratif. Parce que je trouve que les clubs de soccer, comme les autres organismes à but non lucratif, sont souvent laissés pour compte dans ce qu'on peut préparer, mettons, des plans de demande de subvention, des programmes structurer leurs employés. C'était tout ça que je trouvais qui manquait. Puis, on offrait de la formation. Moi, j'offrais de la formation aux entraîneurs, au personnel administratif et je développais des outils administratifs vraiment concrets là, qui peuvent se servir dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Je me suis dit, mon projet, c'était de démarrer avec ça, puis d'aller tranquillement vers justement ce qui est Play. C'était déjà prévu là, dans le processus, okay. Ouais, on l'avait pensé. Je me suis inscrit au défi Ose entreprendre, qui est quand même un gros défi, un gros concours au Québec. J'ai gagné le local dans le service aux entreprises, puis j'ai gagné 2 prix coup de cœur au niveau de la table régionale. J'ai gagné Femme Essor, puis le prix du coup de cœur de la table d'entrepreneuriat Lanaudière. OK, ça donne une bonne table dans le dos, ça, quand tu gagnes des oui, prix ben comme c'est ça. En commençant, ça m'a permis de me propulser puis de me donner beaucoup de visibilité. Ouais. Ça m'a amené beaucoup de contrats. Ça m'a permis de démarrer vraiment solidement. Mais dans ma tête, j'avais toujours mon esprit scientifique qui disait, ben ton objectif ultime, c'est d'avoir un laboratoire de la science du sport au Québec, comme il y en a aux États-Unis. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Alors là, après 1 an, j'ai fait affaire avec Kina Communication, qui est une super firme qui ont tout refait l'image de marque, qui ont refait le logo, ils m'ont refait toutes les images graphiques, tout ça. Puis, c'est là où on a décidé vraiment, OK, on lance vraiment très fort la portion évaluation d'athlètes. Et j'ai une réponse extrêmement positive du marché. Puis vraiment, je suis contente parce que Play, c'est une entreprise qui est assez unique en son genre au Québec. Puis, ce que je m'efforce de faire, c'est surtout de rendre accessible un peu les mêmes principes que l'Institut national du sport fait, mais à tout le monde. Pas juste aux athlètes de très haut niveau. Moi, je vise n'importe qui veut se faire évaluer. Comme j'ai des jeunes qui viennent se faire évaluer pour, par exemple, ils ont toujours mal en dessous du pied quand ils courent. Qui viennent se faire évaluer pour savoir pourquoi ils ont mal là à chaque fois qu'ils courent, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour plus avoir mal. Puis, dans le fond, mon but ultime, c'est de faire en sorte que Play devienne un peu un carrefour de toutes les spécialités qui englobent la condition de l'athlète. Okay. C'est vraiment ça l'objectif ultime en bout de ligne, c'est vraiment d'avoir le laboratoire complet pour qu'un jeune qui rentre chez nous, qui a des problèmes biomécaniques, que ce soit un problème de réactivité, de travailler un peu sa vitesse de réaction, son intelligence de jeu, ou tous des petits paramètres que souvent les coachs ne peuvent pas travailler. Puis là, on ne s'adresse pas juste au soccer, on s'adresse aussi aux autres sports. Oui, c'est ça. C'est ça, quel autre sport qu'il y a, mis à part le soccer? Bien, c'est sûr que nous, on vise surtout les sports collectifs parce que
moi, c'est dans on dirait que c'est un peu dans ma façon de penser. Pas que j'aime pas les sports individuels, mais moi, je viens des sports collectifs et je crois vraiment qu'un sport collectif, pour certains types d'enfants, c'est une délivrance au niveau éducationnel. C'est vraiment une façon que l'enfant va s'épanouir dans tout son ensemble avec l'école, c'est sûr, mais un sport individuel versus un sport collectif, au niveau des sports collectifs, on a beaucoup, beaucoup de paramètres d'évaluation qui sont très diversifiés. On n'est pas juste dans la spécialité de l'athlète. C'est sûr qu'on en fait des sports individuels. On va faire des triathlons, on va évaluer des gens de course, on va évaluer des gens qui sont en club d'athlétisme. Il n'y a pas de problème, mais c'est très ciblé, c'est très spécifique. Il n'y a pas plein de paramètres qui vont rentrer en cours comme on va avoir, mettons, avec quelqu'un qui fait un sport collectif. Bien, c'est sûr qu'un sport collectif, ben, tu as ta condition versus la condition des autres, les autres versus la tienne. Mm-hmm. Fait que comment tu perçois... L'intérêt pour justement un sport d'équipe, c'est que tu peux mesurer toute l'équipe. Fait que tu peux aller voir sont où les faiblesses peut-être, c'est où la priorité à travailler. Est-ce que c'est les joueurs, un joueur peut-être en particulier ou peut-être même une position en particulier, peut-être à la défense versus à l'attaque. Fait que là, tu peux vraiment diriger peut-être vers quoi les entraîneurs peuvent travailler. Oui, puis tu sais, en même temps, c'est très stimulant parce qu'il y a différents apports au niveau du sport collectif qu'on ne retrouvera pas nécessairement avec un sport individuel. Oui, il y a l'apport physique, mais il y a l'apport aussi de l'objet, qu'on parle d'un ballon, d'une balle ou d'une raquette. Ben, tu sais, une raquette, ça reste un sport à deux, là, maximum. Là. Ouais. Mais tu sais, si tu vas chercher un sport collectif, comme par exemple le football, ben, les différentes positions sur le terrain ont tout un apport dans le jeu qui est important et qui doivent être optimisés. On parle du soccer, c'est pareil. Tu sais, si tu as des maillons faibles dans ton alignement, ben, il y a un principe qui dit que ton groupe va jouer au même niveau que ton maillon le plus faible. Ouais. Fait que c'est sûr que collectivement, puis moi, ce qui m'épate toujours, c'est de voir à quel point les jeunes ils ont un esprit collectif qui est très, très, très engagé souvent dans leur mission. Puis moi, j'adore les accompagner là-dedans puis de faire en sorte qu'ils s'épanouissent personnellement, mais aussi à l'intérieur d'un groupe. Puis souvent, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir des futurs leaders émerger de ça. Un jeune qui était super timide, qui parlait presque pas, devenir un leader de son groupe, puis pleine confiance, estime de soi super relevée. Là, tu te dis, wow, j'ai fait un beau travail avec cet enfant-là. On le sait que ça va être un adulte accompli. C'est tout ça dans le sport collectif aussi que j'aime. Tu vas l'avoir dans le sport individuel, mais c'est pas la même façon d'approche. C'est pas la même approche. Puis comment ça peut se développer, ça, justement, du leadership? C'est quand même... C'est de quoi qu'on a tendance à parler comme qui est déjà acquis chez les personnes. C'est comme quand on en parle, lui, c'est un leader. Mais comment tu fais pour devenir un leader? Toi, en tant que coach, est-ce que tu es capable de stimuler ça? Bien, moi, je pense que ça prend... Déjà, l'entraîneur, il faut qu'il ait, excuse-moi l'anglicisme, un mindset en arrière de son équipe qui va s'assurer d'aller chercher des éléments qui vont bien aller ensemble. Ça, c'est une première base pour développer des jeunes leaders. Je pense que si on arrive à mettre un groupe où il y a un mélange de plaisir, de confiance mutuelle, plus le niveau de confiance va augmenter dans un groupe, puis envers l'entraîneur versus son groupe avec les parents, parce qu'il ne faut pas les oublier, les parents, ils font partie de ton équipe. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit, quand le triangle est complet entre les joueurs, les parents, les entraîneurs, puis que la confiance est là, qu'on a envie d'être ensemble, puis qu'on a du plaisir, c'est là qu'on va voir des jeunes, un, bâtir leur confiance en eux, deux, avoir plus d'estime d'eux-mêmes dans leur sport, s'auto-réaliser, s'épanouir, puis évidemment, les enfants sont des leaders en soi. C'est juste qu'avec le temps, souvent, ils vivent des expériences qui leur apprennent plus à se taire ou à devenir des gens de second plan
Alors que nous, notre rôle d'entraîneur, c'est de les prendre par la main et de dire, tu as du potentiel, tu es important dans ce groupe-là, vous êtes tous des leaders et vous devez en accepter la responsabilité. Moi, c'est comme ça que je les amène à se bâtir. Puis, oui, dans le passé, j'ai eu des équipes plus difficiles parce que moi, on m'a toujours confié les équipes. J'aime pas dire ça, mais les équipes soit abandonnées, soit qu'on voulait pas, personne ne voulait entraîner ou qu'il n'y avait plus d'entraîneur. Là, on me disait, ben Julie, tu peux-tu les prendre? Puis à chaque fois, on me disait toujours le même discours. C'est juste pour 1 an. Mais je disais, voyons donc, pourquoi je vais les prendre juste pour 1 an? Commencer un projet avec eux. C'est ça, ouais. Pas l'amener à terme. Ce qui est le fun, c'est j'imagine que tu dois aimer ça à quelque part, comme d'avoir toutes les possibilités. L'équipe à part de loin, fait que tu peux l'amener où tu veux, en quelque sorte, là. Tu peux juste aller vers le haut même aussi. Oui, mais tu sais, ça serait la même chose avec une équipe plein de talent. C'est d'arriver à prendre l'équipe et de bâtir un réel collectif, mais pas juste un collectif sur le terrain qui joue ensemble, un collectif ici où les jeunes ils ont envie d'être ensemble. Ça, c'est la portion, quand je forme des coachs, c'est souvent ça que je leur dis. Oublie pas la dimension sociale de ton sport. Les jeunes doivent avoir envie d'être au terrain pour être ensemble. Ça, c'est la première étape. Si ton équipe n'a pas envie d'être ensemble sur le terrain, que le jeune, il vient parce que c'est obligé, il veut jouer dans le 2A, c'est la meilleure équipe de la région, fait que je vais être là parce que par obligation, c'est il faut que je sois là. Ouais. Ben là, on est mal parti. Mais comment tu fais pour développer ça, une envie pour un plaisir à jouer, une envie de se retrouver ensemble? Comment ça se développe, ça? Ben, d'un, c'est d'être vrai avec les athlètes. Moi, j'ai toujours été une personne qui est authentique avec mes athlètes. Ils sentent que je les aime. Ils sentent que j'ai envie de faire en sorte qu'ils se développent. Moi, souvent, je leur disais, dans les matchs difficiles là, à l'entraque, quand on est entre les 2 demi, je leur dis, les gars ou les filles, là, je vais être votre 12e joueur. Vous pouvez vous fier sur moi. Je vais être là pour vous autres. Je vais vous supporter. Je vais vous aider de la ligne. Écoutez quand je vous envoie des directives. Puis, c'est cette confiance-là, le lien de confiance qu'on a avec l'athlète. Quand il sent qu'on est positif pour lui, puis qu'on est plein de bonnes intentions, puis que c'est honnête, il n'y en a pas. Les enfants te font confiance. Les enfants ne font pas confiance quand ils se sentent trahis. Ça, faut pas. Quand on les trahit, un enfant, tu ne le trahis pas 2 fois. C'est fini après. Il va plus te faire confiance. Fait que c'est sûr que si tu amènes un mental en disant moi, je suis honnête avec toi, toi, tu es honnête avec moi, on va aller loin ensemble, puis que tu remplis ta part du mandat, il n'y en aura pas de problème. Le lien de confiance va se faire. Mais c'est sûr que moi, les jeunes, ils sentent que j'ai un plaisir d'être là. Ça, c'est la base. Il faut avoir un plaisir d'être là. Il faut savoir pourquoi on est là comme entraîneur. Est-ce que tu dirais que tout part de l'entraîneur? Oui. Oui, en quelque sorte. Là. En quelque sorte, c'est sûr que c'est lui qui est sur le terrain. C'est cette personne-là qui va être, tu sais, si tu es un entraîneur rempli de confiance, qui sait où il va, qui est compétent, qui peut montrer sa compétence à ses athlètes puis dire, tu sais, moi, mes athlètes présentement que j'ai, là, avec le ballon, là, sont probablement tous meilleurs que moi aujourd'hui. Je peux pas, techniquement, là, ils m'ont surpassé. Physiquement, ils m'ont surpassé aussi. Ils sont jeunes, sont en forme. Tu sais, j'ai des gars, c'est des jeunes hommes de 17 ans, sont en plein développement physique. Donc, les limites sont énormes. Puis moi, je ris avec eux, puis je leur dis, les boys, j'ai fait ma job. Vous m'avez surpassé, je suis super contente. Puis c'est honnête, là. Alors, en sentant ça, ils savent que je veux leur bien, puis ils sentent que j'ai la réelle intention de les amener là où ils veulent être. Tu sais, souvent, les athlètes, ils me disaient, moi, Julie, je veux jouer dans le 3A. Ben, je lui disais, t'as ça à faire, puis la marche, faut qu'elle se fasse. Parce que si tu veux y aller, je vais t'aider, mais faut que ça se fasse. Puis, quand c'était le temps, ben, j'ai dit à l'athlète, t'es prêt? Je vais te donner des contacts, parce que dans le milieu, on se fait des contacts. Puis, je dis, je vais te donner des contacts, puis
vas-y jouer 3A parce que l'équipe en tant que telle veut pas aller jouer 3A. Fait que toi, t'as d'autres objectifs. Ouais. On va se séparer, on va accepter, puis on va être content pour toi. Ouais, puis c'est important. Tu sais, quand un jeune te dit ça, ça doit être vraiment important d'être réaliste, mais d'être honnête puis de pas le décourager parce que là, il dit ça, il te fait confiance. Puis j'imagine que ça doit arriver souvent que des jeunes sont déçus ou ils se font dire ça va être trop difficile, tu as trop de choses à ajuster ou des choses comme ça, puis tu peux détruire carrément les espoirs, les objectifs d'un jeune comme ça. Fait que j'aime bien l'idée d'amener comme d'être réaliste en même temps, de dire oui, tu as du travail à faire, je pense qu'il faut que tu ajustes ça, mais si tu veux te rendre là, ben c'est possible. Ah, il faut être honnête. Être honnête. Ça, c'est la base. Les enfants, des fois, on est porté à leur mentir. On dit qu'on les protège. Moi, j'entends ça souvent. Ouais. Ah, je vais le protéger. Je ne dirai pas la vérité. Mais non, au contraire, tu viens de l'exposer à voir une facette de son entraîneur ça devrait pas arriver. Il faut être honnête avec nos athlètes. Il faut leur dire la vraie chose. Il y a toujours une manière de le dire. Il y a toujours une manière de le faire. Mais si l'athlète sent que tu as envie de travailler pour qu'il s'améliore vers son objectif, peu importe la route, il va la prendre. Moi, j'en ai vu des jeunes qui se faisaient dire, moi j'en ai un, là, entre autres, là, il s'est fait dire la première année par un entraîneur, toi, tu es trop petit, tu réussiras jamais à être à ce niveau-là. Puis moi, quand j'ai commencé à le coacher, il m'a dit, Julie, moi, je veux vraiment ce niveau-là. Je dis, OK. De un, j'ai dit, on va te changer de position parce que la position où tu joues ne te met pas en valeur. Je dis, de deux, tu as des qualités qu'on va utiliser au maximum pour que tes défauts s'améliorent à travers ça. Parce que c'est sûr que si tu as plus de succès, tu vas améliorer tes défauts. Puis, c'est toujours l'approche positive. C'est toujours l'approche formatrice de dire, regarde, tu as envie de ça. On va t'accompagner jusqu'à temps que tu puisses y arriver. Et puis, si ça arrive puis tu es adulte, ben ça arrivera quand tu es adulte. Ouais. C'est pas grave, ça. Le nombre d'années que ça prend, tant que l'enfant a envie d'être là puis a envie de réaliser cet objectif-là, nous, notre rôle, c'est de l'accompagner. Moi, ça a toujours été là. J'ai toujours dit, je vais arrêter de coacher le jour où je serai plus là pour les enfants. C'est ma mission. Puis, je me suis toujours rappelé ça à chaque année. Il faut que je sois là. Si je ne suis pas là pour les enfants, je ne serai pas là. Puis, si on revient un peu, là, on parle un peu de coaching, mais si on revient à Play au niveau des évaluations des athlètes, là, mettons, je suis un athlète ou il y a un athlète qui écoute le podcast, puis il se demande comment ça peut le servir concrètement, ou peut-être même un coach ou l'organisateur ou le gestionnaire d'une ligue ou le gestionnaire d'une équipe qui écoute, comment que les athlètes, comment que les équipes peuvent bénéficier de cette évaluation-là concrètement? Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sert d'appareils scientifiques. On a l'OptoJump Next, qui est très populaire aux États-Unis. On a des Smart Speed Fusion avec des jeux de couleurs. On a un Witty système pour l'application mentale. Tous ces appareils-là nous amènent une donnée scientifique que quand on va faire un protocole d'évaluation, l'athlète vient, on l'évalue, on le filme dans son évaluation et là, on est capable de faire un portrait quand même très fidèle de son état présent au niveau biomécanique, au niveau filière physiologique. C'est sûr qu'on va l'évaluer avec la vitesse, l'endurance, la force, tout dépendant le sport, là, les dominantes. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'en bout de ligne, on va dresser un portrait qu'on veut faire en sorte que ce portrait-là de départ, avec notre plan d'entraînement qui suit, devienne meilleur. Donc, l'athlète, on va lui poser des questions sur ses objectifs. On va lui dire qu'est-ce qu'il veut améliorer et où il veut aller dans son amélioration. Ça va servir à quoi? C'est-tu un retour de blessure? Est-ce qu'on veut s'améliorer pour jouer professionnel un jour? Est-ce qu'on veut s'améliorer pour maintenir sa condition ou c'est juste une qualité de vie qu'on veut? L'approche va être différente. C'est sûr que
une approche d'un athlète qui me dit « je veux jouer semi-professionnel », s'il a 16 ans puis qui n'est pas encore au niveau, l'approche va être très agressive dans le sens qu'on va l'entraîner puis on va le pousser à bout, comme on dit. On va le pousser beaucoup plus vite. Mais c'est surtout de l'encadrement dans son développement physique. OK. Avec ballon, sans ballon. Des fois, on met l'objet, là, comme le soccer, on va mettre le ballon de soccer dans l'entraînement parce que c'est ce qu'il aime, on va se le dire. L'entraînement physique, c'est rare qu'un jeune va me dire « Ah oui, je veux m'entraîner physique, je veux souffrir, je veux suer », c'est rare. Mais il y en a. Mais souvent, on va agrémenter avec le ballon, puis on va s'assurer que soit le groupe, soit l'athlète, soit soit même on a des cohortes entières là, de 60, 70 joueurs ou joueuses. On va s'assurer d'amener ces cohortes-là vers plus de performance au niveau physique pour que ça serve après sur le terrain puis que ces athlètes-là soient moins blessés, plus stimulés parce que plus tu es en forme dans ton sport, plus le match a l'air facile, la compétition, plus tu as de gains dans ta compétition, ben plus la motivation est haute. On va s'assurer de travailler sur ces aspects-là pour les amener à optimiser leur plein potentiel. C'est vraiment l'objectif, c'est d'optimiser le potentiel de l'athlète. Fait que, mettons, tu as un programme d'entraînement, tu les laisses partir avec ça ou il y a un accompagnement durant l'entraînement? Parce que là, tu parlais avec le ballon, pas avec le ballon. Est-ce que vous accompagnez les entraînements? Ou? Bien, en fait, il y a deux types d'accompagnement. Par exemple, j'ai un club qu'il va avoir des kinésiologues sur place. Il y a des clubs qui ont des kinésiologues sur place. Là, à ce moment-là, je vais donner le plan puis je vais dire au kinésiologue, écoute, moi, je te suggère de faire ça, ça, ça. Attention aux blessures pour ça, pour ça. S'il n'y a pas de kinésiologue qui accompagne les équipes, on va offrir d'avoir un kinésiologue avec l'équipe ou avec le groupe ou avec l'athlète pour s'assurer que certains mouvements qui sont faits soient extrêmement bien faits. Parce que trop souvent, on va voir des gens qui font faire des squats, par exemple. Ça, c'est le meilleur exemple. Des squats ou des sauts. Puis des fois, je suis sur le côté puis je vois les athlètes rebondir. Puis là, je me dis, oh, ça y est, ça s'en vient, la blessure s'en vient. Ouais. Il va y avoir des blessures. Donc, c'est sûr que moi, j'ai cette déformation-là. Je me promène sur les bords de terrain, puis là, je vois les vecteurs de force ou je vais analyser l'enfant biomécaniquement parlant, puis là, je vais dire, oh boy, il va se blesser, c'est sûr. C'est sûr qu'il va se blesser. Mais c'est d'arriver à amener le responsable. C'est sûr que moi, mon objectif, c'est d'amener le responsable de ce groupe-là à une certaine autonomie. Ouais. On veut pas être toujours derrière lui, fait qu'on va lui montrer les bonnes pratiques. On va le former à la base pour qu'il démontre, qu'il fasse les bonnes pratiques. Puis, parce que moi, je me dis toujours, plus on forme de gens qui sont bons là-dedans, plus on protège les athlètes. Parce que c'est pas vrai que même si j'envoie un kinésiologue une fois par semaine, donner l'entraînement, on fait quoi avec les 3 autres entraînements? Il faut que ce soit bien fait. Il faut que le coach sache qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis, c'est ça. On s'assure de les former. Fait qu'on prend vraiment en charge le volet formation, le volet entraînement, puis évaluation. OK. Fait que il y a plusieurs possibilités de forfait, j'imagine. Comme là, tu parles d'envoyer, par exemple, un kinésiologue une fois par semaine. Des fois, ça pourrait-tu être 3 fois par semaine? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des variantes? C'est ça. C'est sûr que, mettons, un athlète qui viendrait me voir et qui me dirait « Julie, moi, je veux être au top niveau, puis il y a un gain vraiment important à prendre. Ça se peut que je lui suggère d'être encadré plusieurs fois par semaine. Okay. L'encadrement par semaine peut être pendant 3 semaines, 4 semaines. Ça peut être, des fois, les clubs vont me dire, ben Julie, dans la préparation de championnat, on peut avoir plus de présence. Puis, mettons, dans les périodes de transition, mes coachs vont s'en occuper. Ça pourrait être ça. Ouais, on est très flexible. Tu sais, c'est souvent, c'est quand je rencontre des clubs ou des coachs ou des organismes, je leur dis toujours, il faut que tu me dises tes réels besoins. Puis après, moi, je vais te proposer un sur-mesure, parce qu'on est toujours dans le sur-mesure. Okay. On ne peut pas penser, autant que le corps humain est différent d'un à l'autre, ça se peut qu'un groupe X, par exemple, le groupe X s'améliore vraiment plus vite que le groupe Y,
ben là, on va mettre plus d'énergie sur le groupe Y si on est dans le même club. On va expliquer, le groupe X a fait un bond excellent, il est dans les standards, on fixe des objectifs. Puis le groupe Y qui traîne de la patte un petit peu, on va s'en occuper un peu plus. Ouais. L'objectif est pas mal tout le temps d'y aller vers une autonomie, par contre, j'imagine, c'est ça? Oui. Moi, j'aimerais ça que les gens deviennent de plus en plus autonomes puis qu'ils fassent appel à nous. C'est sûr que les cas de blessure, il y a toujours des cas d'exception que c'est quasiment pas possible de former le coach parce que c'est trop pointilleux. Là. Ça prend soit un physio, ça prend soit l'intervention d'un médecin spécialiste en sport. C'est sûr que ça, on passe pas à côté. On fait aussi le protocole de retour au jeu pour les commotions cérébrales. On accompagne les athlètes parce qu'on le sait que les athlètes qui en font plusieurs peuvent tricher le protocole. On s'en cache pas. On sait qu'ils trichent les protocoles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les amener en les testant à voir que s'ils trichent le protocole, on les rattrape quand même par ailleurs. Puis qu'on arrive à les réhabiliter vraiment sainement après une commotion cérébrale. Là. OK. Puis là, c'est quoi l'équipe de Play? Tu as parlé de kinésiologue. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes dans l'équipe? Ben, en fait, présentement, c'est surtout des kin. J'ai surtout des kinésiologues. C'est sûr que je parle beaucoup avec une clinique de physiothérapie qui offre beaucoup de services comme médecin sportif ou acupuncture ou, ils vont offrir les autres services. Pour l'instant, c'est ça. L'objectif, comme je disais, du laboratoire de performance, c'est de ramener tout le monde sur un même toit puis dire, ben, quand tu rentres chez Play, si tu as besoin d'un acupuncteur, il est là. Si tu as besoin d'un ostéopathe, il est là. D'arriver à faire ça. Pour l'instant, on n'est pas encore au laboratoire. Là, ça fait juste 1 an là, que ça a fait 1 an au mois de février qu'on est ouvert. Mais tranquillement, on s'en va vers là en parlant avec des gens qui cherchent la même chose que nous aussi. Là. Moi, je veux vraiment m'entourer de collaborateurs qui sont dans le même état d'esprit. On veut que la jeunesse sportive, rayonne, mais aussi atteigne un potentiel qu'ils désirent. C'est vraiment ça l'objectif. Quand je m'entoure, ben, ça doit être l'objectif là, que je cherche chez mes collaborateurs. Ouais. Mais c'est sûr que pour l'instant, je fais plus de la sous-contractance. Là. On sous-contracte des spécialistes, mais on commence à être quand même une bonne petite équipe. Là. Tranquillement, là, on s'en va vers quelque chose d'intéressant. Là, vous avez vraiment des bureaux. Est-ce que les équipes ils se déplacent dans votre remplacement avec vos équipements ou est-ce que vous pouvez comme tout déplacer les équipements puis aller vers les équipes aussi? Non, tous les équipements sont mobiles. On se déplace. OK. La plupart du temps, vous vous déplacez ou? Oui, on va se déplacer. Tous nos équipements sont mobiles, sont dans des sacs de transport, puis on se déplace sur le lieu d'entraînement. C'est plus facile pour les clubs de nous recevoir puis de prévoir une partie de terrain qui est dédiée à l'évaluation que d'amener tout le monde chez nous. Parce qu'on fait, c'est sûr que moi, des fois, je vais recevoir des gens de manière plus spécifique parce qu'on a des tests sur tapis roulant à faire ou des choses comme ça. Mais je dirais que l'objectif, c'est surtout d'aller vers eux, d'avoir un laboratoire. Pour l'instant, le laboratoire, il est mobile. On va dans les clubs, on évalue, on déplace tout le matériel, puis on donne notre expertise à ce moment-là. Là. Puis t'as-tu, là, on a parlé un peu de l'utilité que ça pouvait avoir tantôt pour les équipes, les athlètes. Est-ce que tu as un cas peut-être que tu pourrais nous illustrer, je ne sais pas, une équipe ou un athlète en particulier, comment ils ont pu se développer avec vos services, dans le fond? Oui, ben j'ai un joueur qui se blessait tout le temps. Je te jure, il a passé, je pense, à 14 ans, là, il a eu une blessure à l'épaule, au poignet, au coude. Il a eu mal à la hanche, il avait tout le temps mal à la cuisse. De match en match, il y avait une nouvelle blessure qui sortait, puis ultimement, il s'est blessé au genou. Il a dû être opéré pour le ligament croisé antérieur. Puis je pense qu'il y avait le ménisque aussi, mais ça, je
il me semble bien qu'il avait le ménisque, mais il m'a dit qu'il n'avait pas été trop touché ou finalement, ça n'avait pas été opéré tant que ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on... Hein? Il était magané, là. Ben, un peu de partout, là. Il était magané au point qu'on l'appelait l'homme de verre. OK. C'était son surnom. Il cassait facilement. Oui, on l'appelait porcelaine. Tu sais, c'était le running gag. Là, on disait, hey, toi, t'es une porcelaine. Il faut faire attention, puis attention, tu ne cliques pas dessus. Puis... Mais le jeune homme, il en riait, mais en même temps, il me disait, Julie, je suis découragée de mon corps. Il dit, pourtant, j'ai l'impression d'être capable de faire comme les autres, mais il dit, je me blesse tout le temps. Je dis, ben gars, ce qu'on va faire, je dis, c'est qu'à la place de t'évaluer avec tout le groupe, je vais t'évaluer tout seul. On va peut-être trouver quelque chose qui fait que tu fais toi, tu répètes, puis ça te blesse. Puis effectivement, on a pu mettre on a pu mettre le doigt sur au moins 3-4 choses qui répétaient constamment, qui faisaient que ben ça l'amenait des blessures, des douleurs, toutes sortes d'affaires, ça l'amenait à faire des chutes. Puis là, ben la douleur au poignet ou au coude. Tu sais, quand tu tombes tout le temps, à un moment donné, tu tombes mal là, dans le match, c'est sûr. Fait que c'était, par exemple, un mauvais mouvement qu'il avait tendance à faire ou peut-être... Ben, c'était comme un regroupement d'à peu près 3-4 affaires, 3-4 mouvements, de la façon qu'il posait son pied au sol, la façon qu'il orientait ses hanches, la façon qu'il bougeait ses bras, faisait qu'il perdait souvent équilibre. La façon qu'il courait faisait en sorte que ça tirait tout le temps dans son genou, dans sa cuisse. Quand il courait, il surutilisait sa jambe droite, alors qu'il n'était pas équilibré entre sa jambe gauche et sa jambe droite. Fait que nous, avec l'évaluation, on a pu déterminer tous les points de tension et tous les points, toutes les choses qu'il faisait qui l'amenaient à se blesser, puis ou à tomber, ou par exemple à surutiliser ses muscles, certains muscles, puis qui faisaient en sorte que ben, à un moment donné, le muscle, à force d'être surutilisé, il disait, bon, là, c'est assez. J'ai mal. On est arrivé à déterminer ça. Des fois, c'est d'autres muscles qui vont compenser, puis là, tu embarques dans un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Puis le jeune, il y avait des problèmes de souplesse aussi. Il était, comme on dit dans le jargon, il était souple comme un 2x4. Aucune flexibilité. Puis là, on a travaillé sur sa flexibilité, on a travaillé sur plusieurs choses. On a placé des modes. Moi, j'appelle ça des modules d'entraînement. On les a meublés pour que le jeune, de un, soit soulagé, qu'il arrête d'avoir mal parce qu'il était prêt à arrêter de jouer. Là. Lui, il était rendu au point qu'il ne voulait plus jouer au soccer. Il était tanné de souffrir. Puis même sa mère aussi, elle m'a dit à un moment donné, elle a dit, ben là, elle dit, c'est parce que je suis rendue chez le physio au moins 2 fois par semaine. Là. Elle dit, je suis fatiguée, là. Elle dit, je sais plus quoi faire, là. Elle dit, puis l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, puis il était encore jeune, là, fait que... Ben, il avait 14-15 ans. C'est ça, normalement, ça va pas en s'améliorant si tu fais rien, là. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, bon, écoute, on va faire ça. On va partir avec des plans d'entraînement spécifiques à toi, que tu vas pouvoir moduler avec ce qu'on fait avec l'équipe. Puis avec ça, tu vas pouvoir régler tes problèmes. En dedans d'1 an, plus de douleur, plus de problèmes, plus de blessures. Il est fort comme un roc. À cette heure, maintenant, les joueurs veulent plus jouer contre lui parce qu'il est tellement dur. Il est tellement musclé puis ferme que c'est souvent ça qui est arrivé. J'ai beaucoup d'exemples comme ça de jeunes qui se blessaient. On a travaillé, mon groupe, personnellement, mon équipe, que vous voyez là, dans le vidéo. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo du Journal de Montréal, mais... celui où tu as gagné le meilleur coach, là, c'est ça? Oui, le coach de l'année. Ben, cette équipe-là, ben, c'est ces joueurs-là que, pièce par pièce, physiquement, on a fait en sorte qu'ils sont tellement en forme que souvent, même un match qu'on joue vraiment pas bien. Il y a des matchs qu'on était vraiment pas bons. On arrivait à s'en sortir parce que l'autre équipe, à la fin, était tellement fatiguée de jouer contre nous. Puis les contacts étaient tellement durs. Tu sais, quand tu frappes un joueur de soccer qui est dur comme un mur, à un moment donné, là, à force de frapper dedans, t'as mal. Puis là, t'as plus envie d'y aller. Puis on allait chercher des matchs
des fois, en fin de match, 2 minutes 30 secondes, on marquait le but. Parce que ces gars-là, ils sont tellement en forme maintenant que, tu sais, eux, ils ont été un peu comme mes premiers cobayes. Puis les résultats sont énormes. Les résultats sont énormes au niveau de la croissance. Ils ont grandi. Ils sont grands. J'ai une moyenne de 5 pieds 10 dans l'équipe. Même les plus petits, qui étaient plus petits que moi quand j'ai commencé à les coacher, maintenant, j'ai vraiment l'air petite. Si on regarde la photo, là, j'ai pas grands joueurs qui sont de ma grandeur dans cette équipe-là. Puis pourtant, quand il y a même pas 3 ans, quand j'ai commencé à les coacher, ben je les regardais tous dans les yeux, ces gars-là. On a provoqué la croissance, puis on a provoqué de la croissance sans blessure. Et ça, pour moi, c'est une grande réussite parce que de provoquer de la croissance autant chez des jeunes sans avoir plus qu'une blessure par année, puis des fois, c'est des accidents de jeu, on ne peut pas rien y faire. C'est comme j'en ai un, il s'est cassé le poignet en tombant, là, on peut pas lutter contre ça ou on peut pas éviter toutes les blessures non plus là, tu sais, il y en a qui sont des accidents, ça arrive aussi là. C'est ça, des accidents de jeu, c'est des accidents de jeu, mais tous les blessures qu'on a eues en accident de jeu sont tous revenus aussi forts qu'avant. J'ai pas de joueurs qui sont restés diminués de leurs blessures. Mm-hmm. Ça pour moi, c'est une grande réussite parce que ces jeunes-là, je le sais qu'ils ont encore beaucoup d'années de soccer en avant d'eux autres. Puis je me dis, ben le meilleur est à venir parce que j'ai trop souvent entendu des jeunes dire « Moi, j'arrête de jouer à 20 ans parce que mes chevilles là, sont finies. » Ou j'ai trop mal aux genoux. Ou tu sais, des choses comme ça me rend triste parce qu'on les entraîne tout le long de leur sport-études, de secondaire 1 à 5, pour se faire dire qu'ils arrêtent de jouer parce qu'ils sont plus capables. Puis ça, moi, je peux pas accepter ces choses-là. C'est pour ça que Play est là. Play est là pour lutter contre ces choses-là. C'est vraiment impressionnant aussi. Ben, je trouve ça vraiment le fun, tu sais, avec l'athlète que tu as donné comme exemple de 14 ans, tu sais, en fait, empêcher carrément qu'un athlète termine sa carrière de joueur, là, fait qu'il arrête de jouer, fait que ça démontre bien toute l'utilité là, de ce que vous faites là, dans ton entreprise. Ouais, là. C'est sûr qu'on a toute l'utilité avec les joueurs professionnels ou semi-professionnels qu'on peut accompagner dans l'évaluation de petits détails parce que mes appareils, c'est ultra technologique dans le sens que l'OptoJump, quand tu l'installes en carré, par exemple, ben lui, il va détecter exactement comment tu poses ton pied, est-ce que tu fais tel mouvement, est-ce que tu fais un mouvement répété qui implique tel orteil, est-ce que ton pied est orienté avec ta cheville? Il y a beaucoup de choses. Puis quand on le combine avec la ceinture biométrique qu'on a qui s'appelle GICO, ben j'ai tout l'alignement de la colonne avec ça pour savoir où il pose son équilibre. Alors moi, quand je vais regarder le portrait de l'athlète, je vais dire, est-ce que quand il fait un déplacement latéral, son équilibre est à la bonne place? Si c'est non, ça peut dire pourquoi il se blesse. Pourquoi il souffre toujours de l'aine, des irritations à l'aine, pourquoi il a mal toujours à l'ischio-jambier. Bien souvent, c'est parce qu'il surutilise. C'est aussi... Puis souvent, ces appareils-là qu'on a, ça me permet aussi de donner des réponses à des préparateurs physiques qui en ont plus de réponses. Tu sais, des fois, tu entraînes un athlète puis ça marche pas. Tu es là puis tu essayes de le faire progresser puis il ne progresse pas. Bien souvent, l'évaluation qu'on donne chez Play, ça nous permet de dire à ce kinésiologue-là, bien, as-tu pensé à ça? Parce que les données scientifiques qu'on a de cet athlète-là, bien, nous indiquent qu'il y a probablement ça. Fait que ça permet d'avoir des données scientifiques comparables. C'est pas juste un feeling, dire « Ah, ben je pense qu'il court pas droit. » Non, moi j'ai la certitude scientifiquement avec des données scientifiques, du data, qu'il court pas bien. Et pourquoi il court pas bien? Ben parce qu'il fait ça. Alors nous, ça nous permet d'aider les kinésiologues ou les physiothérapeutes. Tu sais, j'ai un exemple aussi facile, j'ai mon père. Mon père, depuis 3 ans, a mal à une hanche au point qu'il va probablement avoir une intervention chirurgicale
pour faire une demi-hanche, ben moi, j'ai réussi à le soulager suffisamment qu'il se questionne s'il va se faire sa chirurgie. Alors, pour moi, c'est une réussite. Je me dis, la personne, elle a une qualité de vie. Oui, c'est changer, c'est ça, c'est carrément améliorer la qualité de vie des personnes qui, parfois, ils souffrent depuis des années, puis c'est ça, des petits bobos, je pense que pas mal tout le monde qui en a, là, puis surtout quand tu pratiques un sport, là. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça, parce que moi, j'ai 4 opérations au genou. À un moment donné, j'ai été obligée d'arrêter de jouer au soccer. Puis c'est à cause de mes opérations au genou. J'avais trop de douleur. Si j'avais eu une personne avec ces équipements-là qui aurait pu m'accompagner puis dire, regarde, Julie, à place d'arrêter de jouer, on va te soulager, puis tu vas être capable de jouer encore 5-6 ans ou peut-être plus, j'aurais été super heureuse de ça. Mais j'avais pas ça. Fait que moi, je me suis dit, ce que j'ai pas eu, je vais essayer de l'offrir aux autres. Puis c'est une des motivations que j'ai pour l'évaluation en sport. Mm-hmm. Ben ça l'explique ton intérêt vers ça, là. Toi, t'essayais de comprendre un problème que toi, t'avais eu, dans le fond, là. Fait que. Ouais. Je l'ai trouvé, là. Je me suis auto-évalué, c'est sûr que je l'ai trouvé, mais je me dis si ça peut servir ultimement à d'autres gens, puis que ça peut prévenir des blessures, qu'on ait des sportifs plus en santé qui vont faire du sport plus longtemps, parce qu'indirectement, on lutte contre l'obésité, on lutte contre les maladies cardiovasculaires. On est quand même dans cette lutte-là de dire, si on a une société plus en santé, plus en forme, qui est capable de faire de l'activité physique, puis qui coûte moins cher en frais de santé puis de médicaments pour la douleur, on aurait fait notre part. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ton équipe, les Olympiques de Repentigny. Je ne sais pas si tu coaches encore avec eux. Oui, là, avec la COVID, on ne coach pas grand-chose. Oui, il y a un plan de reprise, là, mais... Oui. C'est sûr qu'à 17 ans, là, je les rencontre en mode virtuel. Je leur ai donné un plan d'entraînement à faire à la maison. On a gardé contact. Oui, je les entraîne toujours. C'est quelque chose d'important pour moi. Mais là, avec la COVID, j'ai l'impression que j'en ai qui vont décider de peut-être pas jouer cet été. Tant qu'à jouer dans ces circonstances-là, ils préparent... C'est pas des circonstances qui sont bien faciles pour un jeune homme de 17 ans. Des petits jeux techniques, il a déjà passé par là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de jouer des matchs, c'est sûr. En partant de ce principe-là, qu'ils veulent jouer des matchs, à moins que ça aille très vite vers la phase 3 pour jouer des matchs, c'est sûr que pour eux, c'est pas, même des matchs dans le club, c'est pas super intéressant pour eux parce qu'ils sont l'équipe la plus élevée en termes de compétition dans le club. Fait qu'ils vont se trouver à jouer contre des athlètes qui sont moins performants qu'eux. Fait que ça leur donne l'impression de perdre leur temps. C'est pas, moi, je suis peut-être pas en accord avec ce principe-là, mais pour un jeune de 17 ans, c'est pas très stimulant de devoir reprendre comme ça. Je sais pas. On va s'entretenir le 17 juin là, avec Zoom. Là, on va se voir. Puis on va essayer de prendre une décision d'équipe à savoir est-ce qu'ils veulent continuer, est-ce qu'ils veulent pas continuer, comment ils veulent le faire dans les règles sanitaires du Soccer Québec aussi, parce qu'ils peuvent pas s'en sortir de ça. Ouais. Donc c'est un peu ça, mais présentement, j'ai pas ça m'a fait mal au cœur parce qu'on avait une belle saison devant nous. On s'entraînait vraiment pour être champion de saison encore, parce que l'année passée, on était champion de saison, finaliste à la Coupe Saputo 2A. On voulait vraiment relever la barre cette année, préparer les gars pour le cégep, parce que j'en ai beaucoup qui s'en vont jouer collégial. Ils veulent jouer au cégep, ils veulent continuer à jouer au soccer pour leurs études, avec leurs études. Mais là, avec toute la COVID et tout ce qui arrive, on ne sait même pas s'il va y avoir des saisons collégiales. Ils sont dans le flou, puis je pense que c'est une tranche d'âge qui est très fragile. On pourrait les perdre. Ils pourraient décider d'arrêter de jouer au soccer assez facilement. Ouais. Ils ont commencé à travailler. Ils se sentent indépendants, c'est sûr. Puis
en même temps, ben, ils voient pas l'intérêt ils voient pas l'intérêt de recommencer une saison si ça leur servira pas pour le cégep, par exemple. L'objectif à court terme, il est pas clair. Fait que c'est pas facile pour eux du tout. Non, non, vraiment pas. Puis, c'est plate parce que justement, dans cette tranche d'âge-là, le sport est vraiment une belle façon comment dire, de libérer son énergie, si on peut dire, c'est une façon positive vraiment là, de bouger. Là. Fait que, mais si on remonte à justement quand tu as repris la barre de cette équipe-là, quelques années, une équipe qui était en fond de classement, comment comment que qu'est-ce que tu as fait en fait pour rebâtir cette équipe-là? Ça a été quoi ton approche? Moi, je me rappelle encore, j'étais allé voir un match la saison d'avant. J'étais allé voir un match, j'ai dit, parce que moi, je coach avec mon conjoint. C'est assez bizarre, là, ça se voit pas. Là. Je pense qu'on est les deux seuls à coacher ensemble. On est deux personnes issues du soccer, puis on aime bien ça. Puis mon conjoint, il est bien adjoint. Lui, il est content d'être mon adjoint. Là, j'ai dit, Michel, il faudrait aller voir cette équipe-là jouer. Ça se pourrait que ça soit notre équipe l'année prochaine. Mais là, on regardait l'équipe jouer, puis on n'avait pas de mots. On s'est regardé, puis on a dit, bon sang, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas faire de miracle. Là, je lui ai dit, ben oui, on va faire des petits miracles. Je dis, là, regarde, on a fait un plan. La première année, c'est bizarre. On a fait notre camp de sélection et 6 joueurs qu'on avait sélectionnés sur 16 sont partis après la sélection. Là, on s'est retrouvés avec... Ils ont décidé de ne pas jouer, finalement. Oui, eux autres, ils ont décidé d'aller ailleurs, d'aller dans d'autres clubs ou de ne pas jouer. Dont le gardien de but. Donc là, j'avais plus de gardien de but. J'avais 6 joueurs en moins. J'étais là, le club m'a dit, mais Julie, ça prend un minimum de 14 joueurs si tu veux avoir une équipe. Je dis, bon, là, j'ai appelé, puis là, j'ai fait des téléphones dans d'autres clubs. Ton équipe, elle va-tu... Puis là, j'ai été chanceuse à Pointe-aux-Trembles. J'avais déjà été d'été directrice technique là-bas. Puis l'équipe s'est abolie. Alors là, j'ai eu des joueurs qui sont venus de là. Mais je pouvais juste en prendre 2. Je ne pouvais pas en prendre plus parce qu'au soccer, on a une règle, ça s'appelle la règle du 4-2. C'est 4 joueurs de l'extérieur du club, dont 2 maximum du même club. Bref, dans ce temps-là, c'était ça. Ça a modifié la règle. Bref, j'accepte ces 2 gars-là, mais au moins, j'ai un gardien de but là-dedans. Là, je me dis, on est sauvés. J'ai un gardien de but. Le club me dit, ben tu peux surclasser le gardien de but plus jeune parce que l'équipe plus jeune, il n'y aura pas lieu. Fait que je prends le 2e gardien de but plus jeune. Prends un autre joueur, un autre joueur qui arrive, un joueur de la classe locale qui veut absolument jouer compétitif. On part l'équipe, mais dans l'équipe, là, j'ai à peu près 6 joueurs qui ont joué compétitif les années passées. Et là, je me dis, on retrousse nos manches, on va faire plus d'entraînement, on va leur montrer à jouer collectivement, puis on n'ira pas dans les détails individuels, on fera ça plus tard. Mm-hmm. La première année, on a mis en place la défensive. On a parti de ça parce que je me suis dit, si on n'encaisse pas beaucoup de buts, ça va être plus encourageant parce que, anyway, on n'en marquera pas plus. Ouais. C'est souvent de même que ça arrive. C'est dur de marquer des buts quand tu n'as pas un attaquant naturel. Alors, j'ai dit, j'ai pas d'attaquant naturel, puis avec le classement de l'équipe, c'était sûr que j'allais pas gagner un marqueur naturel à quelque part. Là. Fait que je me suis dit, bâtissons la défense. On perdait nos matchs 1-0, à peu près. On les annulait, mais on gagnait pas. Et là, à un moment donné, on a gagné vers la fin de la saison, là, je me rappelle, c'était Étoile de l'Est, on les a battus 1-0. Je pense que les gars, ils pleuraient. C'était le match de l'année. Ça a fait la saison d'attitude. On savait qu'on finissait dernier, mais on a battu la première position qui voulait aller en 3A. Bref, là, c'était vraiment l'euphorie. Et là, on a reparti la 2e saison avec cette euphorie-là en disant aux joueurs, ben regardez, à 15 ans, on va se préparer. On va faire des tournois plus
On avait ciblé Ottawa, le Rugby de Toronto. On leur avait dit, on va aller à ces 2 tournois-là pour commencer à se faire la main sur la compétition. L'équipe s'est stabilisée. Le lien de confiance était beaucoup plus fort parce que les gars, ils voyaient que j'étais là avec eux autres malgré la défaite, que moi aussi, j'étais déçu. Puis je leur disais très honnêtement, c'est décevant à perdre, mais tu as 2 choix. Soit tu travailles plus fort pour t'améliorer ou tu restes dans ta défaite. Puis moi, je travaillais toujours plus fort pour m'améliorer. Fait qu'ils voyaient, je les traînais avec cet exemple-là. Ouais, puis il y avait aussi toute l'idée de cohésion d'équipe à développer aussi, là. Tu reprenais une équipe avec des joueurs qui arrivaient d'un peu partout. Fait que, la cohésion, il n'y a pas de miracle, ça se bâtit vraiment avec le temps, là. Ouais. Ben c'est ça. Puis la 2e année, on a eu beaucoup d'arrivages de d'autres joueurs encore. Ça, c'était étonnant. On a eu des joueurs qui sont arrivés de d'autres équipes, alors que je me suis dit, on a fini dernier. Mais les joueurs, ce qu'ils disaient, moi, je veux venir jouer ici parce que j'aime l'ambiance, j'aime comment tu coaches, tu respectes les joueurs, moi, je cherche ça. Bon, ben je dis, OK, parfait. Bâtis une équipe, accepte encore des joueurs de l'extérieur. Et là, on a commencé l'année, c'est un peu inusité, mais on a gagné le tournoi d'Ottawa. Ah ouais? Oui, on est allé remporter le tournoi d'Ottawa. Puis là, les gars, ils ont comme fait un déclic. Ça a comme été un déclic important. Puis là, l'équipe s'est mise à progresser. Puis là, c'était un envolé là, énorme. 1 mois plus tard, on se présentait au Rugby à Toronto. On a fait le quart de finale. En fait, non, on a raté le quart de finale par 1 but contre. Tu sais, c'était... Moi, j'ai dit aux gars, on va aller voir le quart de finale parce que vous savez quoi? On aurait dû être sur le terrain parce qu'un but contre, c'est quoi? C'est un règlement qui vous a disqualifié. Fait que j'ai dit, on va y aller. On avait regardé, puis l'équipe qui nous avait battus a gagné le tournoi. Fait que les gars ont dit, wow, la seule équipe qui nous a battus a gagné le tournoi. On était bons, on était bons. Puis là, la confiance en eux dans la compétition a commencé à progresser. Et c'est là qu'on a mis beaucoup l'accent sur les petites victoires. À chaque fois qu'on gagnait une petite chose, ne serait-ce qu'un objectif de match, des fois, je leur disais, les gars, on tire pas assez au but, on va atteindre notre objectif, je veux au moins 10 tirs au but dans le match. Puis là, quand c'est intéressant, ça. Arrivait, là, les gars, ils faisaient la vague au banc. Disaient, on l'a eu. Puis là, les autres équipes voyaient ça et disaient, pourquoi tu travailles comme ça? Je dis, ben parce que c'est avec des petites victoires que je vais finir par avoir de grandes victoires. Puis ça, j'ai été critiquée pour ça pendant cette année-là parce qu'ils ne me croyaient pas, les autres coachs. Ils me disaient, ben voyons donc, Julie, tu perds ton temps. Je dis, non, je perds pas mon temps. Puis quand je suis arrivée à U16 avec eux et qu'on a tout gagné, ben d'un, j'ai réussi à leur avoir un stage en France. Ils sont allés à Lyon, on a fait du soccer là-bas, on a joué des matchs là-bas contre des équipes de très haut niveau. Et on n'a pas mal paru. On n'a pas gagné, mais on n'a pas mal paru. On est revenu ici, je leur ai dit, on a un objectif cette année, on veut gagner. Là, il faut gagner. Il faut arrêter d'attendre notre tour. Les gars, il faut gagner. On a commencé la saison et là, on ne perdait pas. À partir du tournoi d'Ottawa, on n'a pas perdu de match de saison. L'année d'avant, ça a toujours été des victoires après. Et là, c'est là qu'on poussait. Je leur disais, rappelez-vous d'où vous êtes partis, les gars, parce qu'à un moment donné, des jeunes, ça s'enfle la tête. Ouais, puis ça, c'est là, tu pars dans l'autre extrême là, de la confiance qui fait que tu mets moins d'énergie plutôt que tu travailles moins fort, là. C'est ça. Puis là, des fois, je leur disais, les gars, on est chanceux, on a gagné le match, mais on a mal joué. Mais là, je pouvais me permettre de dire ça parce qu'on gagnait. Leur confiance était grande, leur confiance était forte. Fait que moi, je m'assurais de les ramener à un niveau équilibré, que je perdais pas la motivation à l'entraînement pour dire hey, il faut s'entraîner, il faut être meilleur. On leur a toujours mis un objectif supplémentaire qui est en dehors de la saison. Les joueurs, ils ont toujours eu un objectif plus grand que la saison. Ils devaient atteindre autre chose que juste gagner des matchs.
Comme Et par exemple, c'est quoi que ça peut être? ben, pour ceux qui se blessaient, souvent, c'était de ne pas se blesser ou OK, c'était individuel vraiment, là. il y en avait individuel, puis il y avait collectif aussi. Tu sais, comme par exemple, l'année passée, je leur ai dit aux gars, j'ai dit, écoutez, on peut être champion de saison. Il faut l'essayer, là. Fait que pour être champion de saison dans notre ligue, il faut quasiment pas perdre de match. Tu peux en perdre un ou deux, pas plus. Et là, on s'est imposé. Puis là, les gars ont travaillé très, très fort sur le résultat du match, avec la manière de jouer, mais beaucoup sur le résultat. Ils voulaient aller chercher les matchs et ils travaillaient très, très fort chaque match pour aller le chercher, en pensant toujours que chaque match commence 0-0. Puis si tu veux gagner, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour gagner. Dans le respect, on est très axé sur le respect, sur le qu'est-ce que chacun apporte à l'équipe. Et souvent, on fait des tours de... Tu sais, souvent, quand ils s'étirent, je vais leur dire, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui à l'équipe? Toi. Puis là, on les passe toutes. C'est comme des mini... c'est comme des mini team building qu'on fait. Ouais. Mais c'est un rappel aussi de chaque joueur, c'est quoi ton rôle, tu sais, qu'est-ce que toi t'amènes. C'est important de se rappeler ça, là. Ouais. Mais Moi, j'aimerais je crois ça aussi. vraiment qu'avec les jeunes, si c'est clair, c'est quoi ton rôle, qu'est-ce que tu apportes dans l'équipe, c'est important, aussi petit soit-il. Je pense que chacun va se sentir impliqué, puis il va donner beaucoup à l'équipe. Ça va aussi empêcher celui qui pense qu'il est plus gros que l'équipe de l'être. Ouais. On a souvent des joueurs qui s'enflent la tête. Moi, j'ai pas ça dans cette équipe-là. J'en ai pas de ça parce que je leur répète constamment, tu es le maillon d'une chaîne. Sans toi, la chaîne est brisée. Avec toi, la chaîne est plus forte, mais ça reste une chaîne. Et tu sais, le tournoi d'Ottawa, j'ai vraiment l'impression que, tu me diras si je me trompe, mais que ça a été comme, à partir de là, ils se sont mis à y croire, là. Tu sais, des fois, ça prend juste 2-3 victoires pour que tu te mettes à croire en toi, là. Puis probablement que ça a eu cet effet-là, un peu comme j'aime bien faire la comparaison là, de un coureur dans les années, je sais pas, là, plusieurs années, tu sais, il y avait personne qui avait couru le 1000 en moins de 4 minutes. À partir du moment où il y en a un qui l'a fait, tu sais, il y en a eu, je pense, 30 autres qui l'ont fait dans la même année. Ouais, ça a tiré les autres vers le haut. C'est ça. Quand tu te mets à y croire que c'est possible, ben, tu es capable de le faire à ce moment-là. Fait que si tu y avais cru plus tôt, tu aurais été capable, en fait. Là. Oui, mais tu sais, on avait un gros travail psychologique à faire avec eux. Non, c'est clair. Tu sais, la première année, les joueurs qui étaient restés se sentaient abandonnés par l'ancien coach. Tu sais, l'ancien coach, il avait quitté l'équipe avec des bonnes raisons personnelles, mais un enfant n'est pas nécessairement capable de faire la part des choses à cet âge-là. Puis, avec le temps, ils ont comme compris. J'ai dit, mais tu sais, le coach, qu'il soit là ou pas, c'est ton apport à toi qui est important. Tu sais, Puis, je pense que le fait que je me suis toujours mis derrière eux pour les pousser vers l'avant, je pense que ça a démontré, tu sais, c'est une humilité qui est nécessaire quand tu entraînes. Puis, tu sais, quand j'ai reçu le prix du Journal de Montréal, tu sais, il faut le dire, moi, je me suis pas inscrit à ce concours-là. C'est eux qui m'ont inscrit. C'est les parents qui ont fait des témoignages. Moi, j'en reviens pas de tout le travail qu'ils ont fait pour que je sois reconnue parce que les parents trouvaient que le club me reconnaissait pas à ma valeur. Puis là, ils m'ont dit, ben nous, on a travaillé pour que ça arrive comme ça. Puis en même temps, c'était comme ce que tu leur avais inculqué, que là, ils mettaient en pratique de... Je sais pas, oui, ben ça a été pour moi tu sais, je l'ai vu comme ça. Tu sais, je me suis dit, ben j'ai réussi. Tu sais, j'ai inculqué à des jeunes à être reconnaissants, à avoir du respect pour quelqu'un, à être capable de se dépasser puis de dire, ben cette personne-là m'a aidé à croire en moi puis
tu sais, moi, je vais peut-être le faire parce que j'en ai beaucoup qui me disent, moi, j'aimerais ça coacher. Tu sais, ça, c'est toutes des petites réussites. Tu sais, je parlais de petites batailles puis de petites victoires. Ben, c'est ça. C'est des petites victoires qui ont mené à une grosse victoire. Puis aujourd'hui, j'ai pas de misère à penser que ces jeunes-là vont être de très bons adultes. Tu sais, j'ai pas de doute là-dedans que il va en avoir un là-dedans qui va être tout croche, là, parce que tu sais, j'en ai qui ont des comportements difficiles, là. J'en ai un qui s'est fait expulser de son école secondaire. Je me suis assis avec lui. Je peux te dire qu'il me regardait pas dans les yeux, là. Il voulait pas me regarder dans les yeux. C'était comme s'il venait de faire quelque chose qui était inadmissible, puis il savait. Là, j'ai dit, écoute, là, il faut que tu te reprennes en main parce que ton comportement est pas adéquat. C'est pas un comportement qui est exemplaire. Puis je dis, moi, tu le sais, quand on est dans cette équipe-là, on a un comportement dans la société qui est exemplaire. Moi, je dis, je veux pas savoir que tu t'es fait ramasser par la police ou que tu as fait du méfait. Ça m'intéresse pas. Je dis, je veux que tu comprennes que dans la vie, tu as des responsabilités sociales, puis tu te dois d'être meilleur. Puis ce jeune-là, pendant la COVID, c'est lui qui a pris le leadership il a monté des capsules pour les autres, monté les mouvements de musculation, il montrait la routine aux autres. Il a fait un groupe pour s'entraîner ensemble, pour être plus motivé. Et c'est en étant honnête avec ce jeune-là encore là, qui était plus difficile au niveau de l'attitude que les autres au départ, qu'on en a fait un leader positif. Puis ça, pour moi, tout ça, c'est des réalisations qui sont importantes, qui vont servir éventuellement, j'espère, à d'autres enfants. Ouais, puis avec ces enfants-là, c'est des valeurs vraiment que je pense que justement, ils peuvent être transférables à tous les domaines de leur vie, là, vie personnelle, travail et tout. Là. Dans le fond, c'est ça, ce jeune-là qui s'est fait renvoyer de son école, en quelque sorte, il représentait l'équipe. C'est ce que toi, t'aimais pas, c'est ce que tu voulais transmettre, que c'est quand tu fais de quoi, c'est comme tu nous représentes, puis en même temps, ça va être la même chose quand ils vont arriver dans un domaine, quand ils vont avoir un travail, il y a beaucoup de travail que c'est ça, là, ce que tu écris sur les réseaux sociaux, ce que tu fais à l'extérieur, ça reste, puis ça peut avoir des conséquences dans ta vie, dans ton travail. Fait que je pense j'imagine que ça va rester, là. On leur a inculqué des pratiques, ne serait-ce que de faire une minute de silence quand il y a un des membres de l'équipe qui perd une personne de sa famille, proche ou lointain, proche ou loin, là. On a toujours fait ça. Chaque fois qu'un joueur m'a demandé une lettre de recommandation, s'il pouvait mettre mon numéro sur son CV, j'ai fait des CV pour mes joueurs parce qu'il y en a qui n'étaient pas capables de faire leur CV puis ils voulaient avoir une job. Je leur ai fait leur CV. Je leur ai fait des lettres de recommandation. Il y en a un que l'école était prête à... est en difficulté d'apprentissage, puis l'école était prête à y faire. Lui, il veut réussir son secondaire, puis l'école, lui, est en train de dire qu'il ne réussira pas son secondaire. Mais la mère, elle m'a appelé tout en pleurs. Elle me dit, Julie, je fais quoi avec ça? Je dis, tu leur dis de m'appeler parce que je dis, moi, je vais leur dire à quel point ton fils est capable de réussir l'impossible. J'ai dit, cet enfant-là, quand j'ai commencé à le coacher, il fallait que je fasse la démonstration avec lui si je voulais qu'il comprenne. Aujourd'hui, c'est lui qui l'explique aux autres. J'ai dit, mais ces jeunes-là, à force de faire ces gestes-là, ils savent que je les ai coachés aujourd'hui, ils ont été dans mon équipe, mais qu'ils peuvent compter sur moi pour toute la vie, là. Ouais, c'est incroyable. Même les parents, ils te font confiance là, pour qu'une mère te téléphone comme ça pour avoir des conseils. Je pense que t'es entré vraiment dans le cœur de ces personnes-là. Là. Ouais, puis tu sais, pour moi, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, c'est un privilège qu'on a quand on est coach. C'est vraiment un privilège qu'on a d'accompagner des enfants, même des familles, parce que je l'ai dit au début, c'est pas juste le jeune qu'on entraîne, c'est sa famille aussi. D'accompagner ces jeunes-là, d'avoir ce privilège de les côtoyer, faut pas voir ça à l'inverse. D'avoir un impact sur la vie d'un jeune. C'est ça. Tu sais, c'est un privilège, puis il faut le prendre. Quand je forme des coachs, je leur dis, c'est un privilège, puis c'est une
grande responsabilité parce que j'ai dit, si on vous compare à des super-héros, là, ben vous devez avoir un super pouvoir parce que ces enfants-là, ils croient en vous. Ils vont croire au point que si vous dites le ciel est noir, ils vont regarder le ciel, ils vont dire à leurs parents, hey, c'est noir. Hein? Tu sais, ça va être à ce point-là qu'il faut prendre notre responsabilité très, très, très à cœur puis dire, ben les enfants qui me sont confiés, c'est un privilège que j'ai, puis je dois remplir ma mission de les amener plus loin, là. Ouais, puis c'est ça, tu vas souvent avoir le rôle de quasiment de deuxième mère, là. Sauf qu'en plus, en fait, ils vont plus te faire confiance qu'aux parents parce que souvent, les ados, ben, ils veulent pas écouter leurs parents, puis fait que tout ce que tu leur dis va comme être quasiment pris à la lettre, là. Mais Ben oui. j'aime ça que tu amènes la formation que tu offres au coach parce que c'était justement une des dernières choses que je voulais parler avec toi. Fait que tu formes aussi des coachs, puis là, tu as parlé un peu de ce que tu leur dis aux coachs, de ce qui est important à faire, mais plus particulièrement avec les ados, comment on doit approcher ce rôle-là, le rôle de coach. Qu'est-ce que tu dis aux coachs, là, toi, quand tu les formes? Bien, c'est sûr que les adolescents, c'est une clientèle qui est méfiante. Ils ont des expériences passées qui va faire en sorte que des fois, ça va nuire à la relation avec le nouveau coach ou ça va l'aider. C'est des adultes en devenir, donc ils vont tester les limites. C'est sûr que c'est une clientèle qui va davantage tester les limites. Ils vont être plus sur la rébellion que les enfants. Les enfants vont avoir peur. Si tu es moindrement autoritaire, l'entraîneur, ben avec les enfants, ça va fonctionner parce qu'ils vont se caser dans le rang puis ils vont dire oui, monsieur, oui, madame. Mais les adolescents, ils vont peut-être te dire oui, monsieur, oui, madame devant toi, mais par en arrière, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Souvent, ce que je dis aux coachs, c'est si tu veux avoir une belle relation avec tes joueurs adolescents ou tes joueuses, c'est d'arriver à leur faire comprendre que tu es un ami, que tu es un guide, mais sans être trop... L'équilibre est hyper important. Ouais. Tu peux pas être trop un ami non proche. plus, là. C'est ça. Tu peux pas être trop ami parce qu'ils vont se permettre des choses que tu veux pas. Ouais. Et je dirais que l'autre chose qui est bien importante, c'est l'équité. Ils sont très, très, très à cheval, même s'ils ne le disent pas verbalement, ils sont très sensibles au manque d'équité, au manque de justice. Si tu donnes par exemple, de temps à un joueur qu'à un autre, mettons, ou que ça, ils le sentent, là. Ah, ça, c'est très... Puis ils sont très, très, très solidaires entre eux. Parce qu'à cause des réseaux sociaux, tu sais, cette nouvelle génération-là d'adolescents, avec les réseaux sociaux, sont très proches, même quand ils ne sont pas sur le terrain. Ils peuvent être très proches. Avec les cellulaires, ça se texte, ça s'envoie des photos. Fait que là, quand tu les as sur le terrain, ben faut que tu leur fasses comprendre que c'est un moment privilégié qu'on a ensemble. On a du plaisir, c'est le fun, mais il y a des règles. Puis, il ne faut pas avoir peur de leur montrer les règles. Tu n'en as pas besoin de 50. Moi, j'en ai 5. Tu sais, j'en ai 5. Puis, ce que je dis aux coachs, je leur dis toujours, il faut que ça soit 5 règles que toi-même, tu vas respecter tout le temps. C'est comme 5 intouchables. C'est ça le danger. Si tu ne respectes pas une fois, ben là, ça ne vaut plus rien, là. Non. Tu sais, ça ne sera pas comme les enfants qui vont oublier. Un enfant va oublier. Il va passer l'éponge plus facilement. Un adolescent, là, ça va s'en rappeler. Ça veut pas se faire insulter dans son intellectuel. Donc, c'est sûr que faut pas que tu les prennes. Ils veulent pas se faire prendre pour des cons. Tu sais, je vais dire ça de même, là, pour des imbéciles. Il faut les prendre comme des gens intelligents, des gens qui sont capables d'entendre certaines choses, puis qu'il faut beaucoup parler. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus parler avec des ados. Puis quand ils te demandent pourquoi, essaye pas de les emplir. Moi, c'est souvent que je dis ça au coach, je dis, essaye pas d'emplir un adolescent, ça s'emplit pas très bien. Il va te le dire. Alors que si tu lui parles avec respect, tu lui dis, ben regarde, ma décision, c'est ça, parce que je pense que ça, il va la respecter. Il va grogner.
mais il va la respecter. Puis, tu sais, je me dis, des fois, je leur fais des blagues, je dis, bon, grogne un coup, là, tu reviendras me voir après. Tu sais, c'est souvent un peu d'humour. Tu sais, c'est toujours un équilibre entre... Moi, je suis pas très autoritaire, honnêtement, avec mes groupes, j'ai pas besoin de l'aide. Quand je leur parle, ils savent que c'est pas pour rien. Mais je leur ai fait comprendre que quand je te demande de faire telle chose, demande-moi pas pourquoi. Au début, je leur disais, tu as le droit à 2 questions pendant l'entraînement. Es-tu sûr que tu vas brûler pour ça? C'est quoi tes 5 règles? Le respect pour chacun. J'accepte aucun jugement. Quand on est sur le terrain, il n'y a pas de lui, mais ou c'est la faute de lui ou peu importe. Il n'y a pas de jugement vers les autres. Ils sont tous égaux. Puis je leur dis, tout le monde est égaux. Tout le monde a le droit à l'erreur. Puis c'est souvent très, très, très appliqué, là. Donc ça, c'est le respect est bien important pour moi. Ensuite, moi, ce que je leur demande, je leur dis tout le temps, ça se peut que tu trouves que j'ai pas raison, mais c'est comme ça. Parce que moi, pour le bien de l'équipe, j'ai décidé que ça allait être ça. Donc, respecte ma décision. Ça, c'est des choses qui sont bien importantes. Mais tu sais, on est dans la loyauté, l'engagement, le respect, l'implication à 100%. Je veux pas juste des joueurs qui sont impliqués juste pour le résultat, mettons. Je veux des joueurs qui sont intègres, sont impliqués au complet. Puis évidemment, c'est ma grosse règle là, que ils savent qu'ils n'ont pas le droit, c'est pas une bonne idée de traverser, c'est le langage. Moi, j'accepte pas des yo, fuck, mec ou men. Tu sais, des fois, je vais faire des blagues avec eux parce qu'on avait un jeune Algérien, puis il avait des expressions épouvantables. On se pouvait plus de rire. À un moment donné, il dit voilà, 3-0, passe la manette. Écoute, on pouvait plus arrêter de rire, mais ça allait pas plus loin que ça. Tu sais, c'est des blagues, c'est drôle, OK, ça s'arrête, c'est fini. Respect de l'adversaire, bien important. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que moi, c'est des choses qui sont pas transgressables. En même temps, c'est pas juste des règles, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est des valeurs. Là. C'est là-dessus que tu as basé pratiquement comment tu as bâti l'équipe. Puis, c'est sûr que c'est des mots aussi facilement facile à retenir. Là, respect, loyauté, engagement. C'est sûr que comme entraîneur, quand tu fais une règle, mettons, moi, c'est mes 5 valeurs. Quand je fais une règle, elle a toujours rapport avec ça. Tu peux pas demander à tes joueurs de croire en toi si tu commences à leur imposer à peu près 30 règles. Puis, c'est sûr que quelqu'un qui arrive en retard, ça déroge notre règle du respect. Ponctualité, c'est d'être respectueux envers les autres. On commence à l'heure. Mm-hmm. C'est des choses comme ça. Le manque de... Les joueurs, ils vont pas se revirer puis commencer à crier après un autre joueur. Là. Même l'adversaire. Moi, j'accepte pas ça. Un joueur sur le terrain va se blesser, même de l'équipe adverse. On va sortir le ballon puis on va aller voir le joueur. Puis moi-même, comme entraîneur, par mon background médical, puis parce que j'ai mon cours de secouriste, puis parce que j'ai été massothérapeute, puis parce que, je vais aller offrir mon aide aux coachs. Puis souvent, quand je vois qu'ils n'ont pas de trousse de premiers soins, je leur offre ma trousse de premiers soins. Fait que mes joueurs, ils voient ça, puis ils comprennent que le sport, c'est pas... Le joueur que j'ai en avant de moi, c'est pas mon ennemi. C'est mon ami. C'est quelqu'un avec qui je joue, puis que j'ai besoin de cet adversaire-là si je veux avoir un match. Pareil comme l'arbitre, il n'y a personne qui parle à l'arbitre, là, moi. Là. Il n'y a aucun de mes joueurs qui vont aborder l'arbitre ou y dire quoi que ce soit. Même mon capitaine, il ne va pas aller le voir. C'est nous, les coachs, on va aller voir l'arbitre à la mi-temps, puis on va lui parler, mais même mes adjoints, j'accepte pas qu'ils crient après les joueurs de l'autre équipe ou après les coachs de l'autre équipe. Fait que ça fait que notre équipe, dans son ensemble, applique les cinq valeurs, mais aussi les règles qui viennent avec.
C'est rare que ça fonctionne de toute façon par là, un arbitre. Là, tu sais. On voit souvent ça dans le soccer, justement, là, mais c'est ça sert pas à grand-chose. Ben, il y a des choses qui fonctionnent. Là. Il y a certains stratèges qui peuvent fonctionner, mais il faut que tu sois très positif. Il ne faut pas que tu cries après. Là. Non, c'est ça. Puis de toute façon, en même temps, ce que tu inculques en leur disant ça, c'est on laisse de côté ce qu'on contrôle pas. Parce que l'arbitre, on ne contrôlera pas ses décisions-là. Non, puis on ne contrôlera pas l'adversaire. Puis, aussi, oui. Tu sais, des fois, j'ai des adversaires qui sont super. Moi, j'ai des ethnies dans mon équipe, puis ils se sont fait traiter de non, racistes. Mais je lui dis, dans ce temps-là, va voir l'arbitre. Là, va voir l'arbitre, puis dis, tel joueur me traite de sale ou, tu sais, peu importe ce que c'est. Ben, s'il te plaît, tu peux-tu juste avoir une oreille attentive, puis si tu l'entends, le sanctionner comme il faut qu'il soit sanctionné. La plupart du temps, ça fonctionne, puis même moi, je vais me permettre de le dire aux entraîneurs dans ce temps-là. Ton joueur, là, il est raciste, là, fais attention, là, c'est pas correct, là. Ouais, mais c'est ça, il peut avoir des exceptions en même temps, il ne faut pas être trop rigide, puis il faut utiliser son bon sens. Oui, puis tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai des joueurs de mon équipe qui se sont fait dire, toi, tu dois être un PD, tu joues pour une fille. Mon joueur, il m'a regardé, il dit, je dis quoi à ça? Je dis rien. J'ai dit, tu dis rien. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je ne vais pas changer de sexe. J'ai dit, laisse-les faire. J'ai dit, c'est juste drôle. Ouais. Mais ils essayent juste de jouer dans la tête là, quand ils font ça. Oui, mais tu sais, ça prouve à quel point mes joueurs ne sont pas d'accord avec ces choses-là. Tu sais, j'ai mon joueur, il m'a dit, oui, mais Julie, tu es un bon coach, que tu sois une femme ou un homme, je m'en fous, tu es un bon coach. Ben, je dis, je te remercie pour le compliment. Je dis, maintenant, on passe à autre chose. Mm-hmm. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'on arrive à faire en sorte que les adolescents, ils sont positifs. Parce qu'il faut partir d'une chose. Un adolescent, il est pas heureux avec lui-même. Tu sais, un adolescent en crise, je pense que c'est pire chez les filles, mais on va se le dire, c'est pas des êtres humains, ils cherchent, sont en recherche d'identité. Ouais, c'est pas facile cette période-là. Tu sais, je me dis, si au moins, quand il vient au terrain de soccer ou dans son équipe de soccer, il connaît son identité, il est heureux, ben je me dis, on a au moins fait en sorte que 30% de sa vie est belle. Tu sais, c'est pour les pires, là. Ben écoute, j'ai pas mal fait le tour des sujets que je voulais parler. Je trouve ça vraiment intéressant, les services que vous offrez avec Play. J'espère que le podcast va avoir servi à faire connaître ça. En tout cas, moi c'est de quoi que je connaissais pas. Puis si je suis en contact avec des athlètes qui ont des blessures récurrentes ou quoi que ce soit, qui ont besoin d'évaluation, c'est clair que je vais leur parler de ce que vous faites avec Play. Fait que merci d'avoir été sur le podcast. Puis en terminant, comme je le fais avec tous mes invités, où on peut te retrouver, toi et ton entreprise, en fait? Ben, en fait, c'est sur le playsciencedusport.com. Si sur Google, tu tapes Science Play Optimisation de la science sportive, ça sort aussi. Sinon, on est sur Facebook. Sur Facebook, c'est la même chose, c'est Play Science du sport ou par mon profil personnel, Julie Garceau. Ça, c'est possible d'aller chercher la page de l'entreprise. Pas très actif sur Instagram encore. Là. Ça, c'est une plateforme qu'il faut que j'apprenne à maîtriser, là, je dois avouer. Mais on est sur LinkedIn aussi, même chose, là, Play Optimisation de la science du sport. Mais je te remercie beaucoup. Écoute, j'en profite là, pour te remercier pour cette opportunité-là. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis on espère en faire d'autres là, parce que c'est sûr que c'est toujours intéressant de jaser. Oui, puis c'est encore récent ce que vous faites, fait que ça gagne à être connu, là. Ben, on espère. On espère de faire connaître le produit parce que c'est sûr que c'est pas répandu au Québec. Mais je pense que ça mériterait de trouver son cours. Là. Puis, en tout cas, on espère des bonnes années en avant de nous, là, même s'il y a je vous souhaite à toute l'équipe. Ouais, c'est ça, en ce moment, c'est sûr, c'est difficile pour pas mal d'entreprises. Il faut faire avec. Regarde, on regarde en avant, puis on a des projets nouveaux. Comme là, on va essayer de mettre en place une boutique de vêtements parce que je trouve que le logo il est beau puis il pourrait être porté. Puis ça serait une belle image. Puis on va aussi essayer de faire
une espèce d'espace web où les coachs de tous les sports pourraient échanger, puis échanger du contenu, puis recevoir du contenu aussi de professionnels. Fait qu'on est en train de mettre ça en place, puis on n'arrête pas d'innover. Moi, je me dis, chaque moment a besoin de trouver du positif. Fait que c'est là qu'on s'en va. Ouais, c'est ça. C'est le bon moment pour développer des nouvelles choses, justement. Là, tout le monde a plus de temps. Fait que c'est le temps d'avancer des projets qui n'avançaient pas. Là. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la chance que tu m'as donnée de faire connaître mon entreprise. Là.